C'est le monde en 7. Bonjour ou bonsoir à vous tous. Nous sommes le samedi 25 novembre 2023. Voici le menu de l'émission de ce jour. On parlera du Mali où l'armée annonce avoir découvert un charnier dans la ville de Kidal, ville nouvellement reprise. On ira du côté du Niger pour parler de cette visite d'amitié de travail du général Tiani à Bamako et à Ouagadougou. Nous parlerons du Burkina Faso, Guillaume Soro, qui a effectué une visite auprès du chef de la transition et qui dit se sentir comme chez lui. En République démocratique du Congo, en pleine campagne pour la présidentielle, les rebelles du M23 s'emparent de la ville de Mweso. Nous sommes dans le Nord Kivu. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo. On va parler de cette enquête parlementaire sur la gestion des fonds Covid. Les députés disent avoir donc bouclé l'enquête. Deux invités pour faire le débat ce samedi avec moi. Akleso Eso, il est coach et consultant en communication. Bonsoir Akleso Eso. Bonsoir Samuel et bonsoir Adam. Ça fait longtemps et coucou spécial à tous les téléspectateurs de Pro de Lyon de New York à travers le monde. Merci à vous d'accepter notre invitation. Face à vous, il y a Adam Adjronou qui est journaliste. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, merci de m'avoir invité il y a très longtemps. Ouais. C'est un plaisir de vous retrouver encore en débat. Et bonsoir à mon ami Akleso, bonsoir à tous les Togolais dans le Togo profond et partout. Et merci également d'avoir accepté l'invitation. On prend tout de suite la direction de Bamako. Nous sommes au Mali, surtout la ville de Kidal. L'armée malienne annonçait le samedi 18 novembre dernier avoir découvert un charnier dans cette ville au nord-est du pays. C'était une ville bastion des séparatistes Touareg qu'elle a récemment reprise. Le jeudi 16 novembre, les FAMA ont découvert lors de leurs opérations de sécurisation un charnier à Kidal. C'est l'armée qui l'a écrit ainsi dans un communiqué. Ce charnier rappelle les atrocités commises par les terroristes sans foi ni loi. L'armée malienne, qui a également annoncé des enquêtes pour traduire les auteurs devant la justice, avait pris le 14 novembre le contrôle donc de cette ville Touareg de Kidal. À Klesso-Esso, tout le monde avait salué donc la reprise de cette ville qui échappait à l'armée malienne depuis plusieurs années, presque une dizaine d'années. Quand l'armée dit y avoir découvert un charnier, il y en a beaucoup qui estiment, et d'ailleurs le CSP a réagi en émettant des doutes sur cette information. Quelle est votre réaction là-dessus ? En réalité, je pense que l'armée malienne, même dans son communiqué, dit que ces atrocités commises par des terroristes sans foi ni loi, alors qu'on savait que Kidal est occupé par les rebelles. Donc moi je me dis, si l'armée traite les rebelles de terrorisme maintenant, ça veut dire que l'armée même se dédie de ces informations qu'elle avait données par rapport à ça. Puisque nous savons tous que le Kidal, c'est là où l'amusement était basé. Et que les affrontements ne sont pas aussi virulents plutôt que dans les autres localités du Mali. Mais rappelons également qu'en 2022, les Nations Unies, sous la Commission des droits de l'homme, avaient accusé également l'armée et Wagner d'avoir massacré 500 villageois au niveau de Moura. Donc l'armée aussi a également démenti. Et ici, les rebelles n'ont pas accepté ce que l'armée dit. Et moi, je pense que c'est une guerre d'information pour le moment parce que chaque camp se balance le tort sur l'autre. Mais moi, je ne pense même pas que Kidal est totalement prise, pour ne pas dire a été conquise, parce que dans l'art de la guerre, vous venez par supériorité numérique ou de la mémoire, vous pouvez chasser les gens, mais ils s'organisent pour réattaquer. Et nous savons, ces rebelles, comment ils étaient forts au début jusqu'à venir aux portes de Bamako. Donc, moi, je me dis que d'abord, je voudrais que l'armée ne les traite pas de terroristes, étant donné qu'ils sont des rebelles qui sont mécontents du traitement de la gestion du pays au début, et qu'on les confronte avec les terroristes qui viennent causer des dégâts sans un fondement précis. Mais je me dis également que je ne pense pas que la ville de Kidal ait été ce que l'armée dit actuellement, parce que les gens vivaient, les gens commerçaient, les gens vivaient normalement, et que l'aménagement a eu ses yeux de par tout ce qui se passait. Mais le fait est que l'armée n'y entrait pas. Oui, l'armée n'y entrait pas parce que les gens devaient connaître la mission des Nations Unies, que ce soit MINUSMA, MINUSCO. En réalité, ils viennent pour endiguer l'avancée
des belligérants, pour ne pas dire des rebelles. Quand ils viennent, leur mission n'est pas de tirer sur ces gens, mais de les empêcher de progresser. Et qu'on avait interdit l'armée en ce moment pour qu'il n'y ait pas des affrontements. Parce que les rebelles aussi, il y avait un accord signé avec les Nations Unies, où aussi, ils devaient déposer les armes. Donc, pour éviter cela, on avait demandé à ce que chaque camp ne déborde pas. Vous allez actuellement en Corée, entre Corée du Nord et Corée du Sud, il y a également une démarcation où les Américains sont, aucun camp ne tire sur l'autre comme ça par rapport à cela. Mais on empêche même que la Corée du Nord vienne ici, ou carrément que la Corée du Nord vienne, même si je sais que de temps en temps, on organise des échanges. Si on est dans un même pays et que l'armée a le droit d'être présente pour sécuriser la population, ça peut être sous le regard des forces internationales. Mais les accusations, vous les connaissez. Il était dit que c'était l'armée française qui avait fait un blocus sur Kidal. Oui, c'est ce que les gens disent. Vous voyez, et moi, je sais que on avait fait une émission quand il y avait IBK par rapport à cela, et je pense qu'on avait demandé à ce que les gens viennent. Moi, je ne veux pas qu'on polémique là-dessus, mais c'est que ce que nous voulons actuellement, si réellement les rebelles voulaient ou massacrer des gens, je ne pense pas que Kidal était à des millions de populations. Donc, le nombre de populations allait diminuer. On devait le savoir déjà. Et on sait très bien que Kidal, même les gens, donnent des informations aux rebelles contre l'armée. Et qu'on nous dise aujourd'hui que c'est la même armée qui a commis la même rebelle qui a commis des actions. On savait qu'il y avait l'instauration de la charia au début. Mais par la pression des nations, tout ça là a été policé, pour ne pas dire diminué. Mais moi, je pense que jusqu'à présent, on essaie de vilipender ou bien d'anathématiser plutôt les rebelles. Et moi, je veux que les gens mènent la différence entre les rebelles et les terroristes, parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Adam Adjorno, quand l'armée dit avoir découvert donc un charnier à Kidal, est-ce que vous pensez que l'armée aurait raison, j'ai envie de dire, d'inventer une telle information? Vous savez, jusqu'à présent, je suis d'accord avec Issok qui parlait donc de guerre de communication. Puis si nous partons du principe du fait que après la reprise donc de Kidal, vous avez vu la population qui était beaucoup plus hostile à la venue des Wagner et les splittis de Wagner avec les forces régulières, parce qu'ils avaient peur. C'est vrai qu'on pouvait donc les prêter des intentions, mais au même moment, ça voudrait dire quelque part qu'ils trouvaient plus ou moins une protection sous ces rebelles-là qui étaient là. Mais pour le moment, on nous saurait dire carrément que voilà, la force ou les forces maliennes sont dans un déni total de ce qui se passe sur le territoire, puisque quelque part, à un moment donné, comme je le disais, si on prend ces populations qui pratiquement fuyaient, en tout cas l'armée régulière qui a repris Dongao, qui devait en temps normal être un motif de satisfaction, ça voudrait dire quelque part qu'il y a toujours cette crise de confiance qui existait, parce qu'on peut plus ou moins considérer ces populations comme étant d'une manière ou d'une autre inconciliable là, donc avec ces rebelles-là, et par confusion on peut tout de suite tirer sur vous, puisque lorsque vous prenez l'opinion malienne, c'est aussi ce qui est reproché à ces supplétifs de Wagner, aussi bien à Kida que partout ailleurs. Donc pour le moment, moi je pense que c'est une guerre de communication, mais surtout étant donné que si nous remontons un peu l'histoire, je faisais partie de ceux qui, dès en entame, avaient estimé que, au regard du rapport de force qui était installé, il y avait le pouvoir central de Bamako ne serait plus en odeur de sainteté avec les accords qui étaient donc ici entre-temps, qui permettaient en tout cas à ces rebelles-là de contrôler cette partie du territoire, parce qu'ils savaient quand même qu'ils pouvaient tenir ce rapport de force-là avec les rebelles. Donc ce qui a lieu aujourd'hui, parce que c'est aussi ça, puisque lorsque nous prenons cette armée régulière, pour arriver donc à l'autonomie entière du pays, il faudrait quand même qu'on puisse faire partie entièrement dans ces rebelles-là. Voilà pourquoi, lorsque l'aménagement partait, il y avait dans ce désaccord de pouvoir donc léguer ces camps-là aussi bien soit à l'armée malienne, soit les rebelles également qui le revendiquaient, ce que Bamako a jugé inopportun, et donc étant donné que ce rapport de force était là, donc elle est rentrée en action pour réclamer ces territoires. C'est ce qui a amené donc à pouvoir prendre entièrement ces territoires-là. Mais pour le moins, je pense que étant donné qu'eux-mêmes ont demandé donc qu'il y ait donc une enquête impartiale qui puisse permettre donc de pouvoir justifier s'il y a présence de ce charnier ou pas, puisque quelque part aujourd'hui, je pense que si il faudrait faire le distinguo entre les rebelles et terroristes,
parce que quelque part, entre-temps, ces rebelles-là assumaient la sécurité de cette localité et étaient quelque part alliés de Bamako, puisque quelque part, ils avaient donc l'obligation d'assurer, en tout cas, la protection de la population. Si c'était ça l'objectif, et aujourd'hui qu'on constate que les gens massacraient les gens, ça voudrait dire quelque part que le vocable terroriste qui les a employé aujourd'hui a tout son sens. Et donc par delà, tout ce qu'on traiterait, on les traiterait comme terroristes. Voilà pourquoi aujourd'hui ces rebelles-là demandent vivement que non, ils ne sont pas terroristes, parce que ça n'a jamais été le cas. Mais je me dis... Mais est-ce qu'il y a, qu'ils soient ou pas terroristes, quelque part, si on en vient même à l'existence même de ce charnier, est-ce qu'il est possible de remettre l'existence du charnier en cause? L'armée dit l'avoir découvert. Non, on peut le remettre en cause. C'est vrai que c'est un communiqué, on n'a pas vu de photos voilà, et autres. Ça peut l'être, parce que, il vous en souvient, cette histoire de tunnel également, qui par après a été donc un démenti total. Oui. On savait véritablement que c'était le jeu de la communication parallèle sur les alternatives de communication que les gens jouaient. Donc, partant de là, je pense que on n'a pas tous les éléments nécessaires pour justifier de l'existence de ce charnier-là. Ouais. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, Bamako, lui, il est dans une position de pouvoir trouver des motifs qui puissent donc traiter, en tout cas, ces rebelles-là qui existaient par le passé de terrorisme. Parce que quelque part, ils ont refusé d'admettre la présence de l'État malien à cette partie à un moment donné, ce qui a irrité carrément Bamako, dont Bamako est dans son jeu, et je pense qu'on peut le comprendre comme justement, à Clé-sur-Sor, est-ce que si on se met au cœur même de ce qui fait le cœur de l'information, c'est la découverte de ce charnier, c'est l'armée qui l'affirme, est-ce qu'on a des raisons de douter de cette information? Je pense que Adam a essayé de démontrer quelque chose. Il disait que si on voulait prêter l'intention aux rebelles, que quand ils étaient les patrons de ce territoire, ils avaient tué des gens, alors là on leur prêtait l'intention qu'ils ont été entre-temps terroristes ou ils sont terroristes qui ont porté les habits de rebelles. Mais nous savons que quand le mouvement de la Zawad a commencé, ils cessaient l'indépendance de leur zone. Et ils avaient l'obligation même de protéger leur population. Mais comment peut-il prétendre protéger leur population en même temps en les massacrant? C'est là où moi parce que et ce qui est encore bizarre, au moment où ils faisaient ces choses, la population même les soutenait. Il y a une partie de la population qui a soutenu parce que le gouvernement a abandonné carrément le Nord, que ce soit les établissements, les écoles, donc les rebelles ont donné une sorte de foi à la population et les gens avaient confessé. Seulement que les terroristes sont rentrés dedans et ça a tout chamboulé. Donc on ça sait... veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a eu à un moment donné la possibilité qu'on ait eu des terroristes qui cohabitaient avec les rebelles du CSP? Non. Et avec les accords avec les Nations Unies, je pense que les rebelles aidaient à combattre les terroristes. Parce que ce sont les terroristes qui commettaient les jambes amputées, c'est eux qui commettaient ça. Puisqu'on disait que la zone des trois frontières, là, ils commettent ici, on les charge, ils reviennent ici au Burkina. Donc, c'est comme s'il y a l'ACMI, j'oublie la plupart, il y a trois mouvements rebelles et terroristes qui fonctionnaient comme ça. Donc, c'est eux qui commettaient les actions. Ils ne sont ni totalement burkinabés, ils ne sont ni totalement maliens, ni totalement nigériens. Donc, ce sont des gens, au nom d'abord, les séparatistes islamistes, il y a un groupe aussi dedans. Donc, eux, ils venaient juste pour semer le désordre. Mais les rebelles, ils étaient mécontents. Donc, c'est eux seulement. Ils avaient des revendications plus politiques. Et c'est avec eux, les Nations Unies avaient ces accords. Et ce que je n'ai pas apprécié aussi, en partant, la MINUSMA a donné et a remis le Kidal dans les mains du gouvernement totalement. C'est-à-dire que ça ne se fait pas. Est-ce qu'elle a remis parce que l'armée a dû conquérir? On a eu l'impression, parce que quand on regarde un peu aussi dans le jeu quand on regarde un peu dans le jeu de la MINUSMA, en principe, lorsque c'est un gouvernement qui vous a autorisé à vous installer, en partant, vous devez remettre la clé au gouvernement. Vous ne laissez pas un jeu suspendu pour que le gouvernement soit obligé de se battre pour prendre le contrôle de ce camp. En réalité, c'est ce que les rebelles, c'est-à-dire qu'il y a des positions des rebelles que la force malienne n'avait pas et que les rebelles disaient que en partant, la MINUSMA devait leur remettre les clés, mais bizarrement, c'est comme si l'armée sait où trouver les rebelles
et au moment où les trouver. Donc, la MINUSMA a donné des informations qu'elle ne devait pas donner normalement. Les rebelles se plaignaient pour ça, puisque les accords qui existait, si vous avez 1000 soldats qui protégeaient l'entrée de Kidal, en partant, normalement, c'est les rebelles qui doivent remplacer 1000 personnes, mais les rebelles n'avaient ni l'armement au début qu'on leur avait donné. L'administration est parti avec toutes ces armes lourdes-là. Donc, les rebelles sont laissés pour compte c'est pour ça qu'ils se plaignaient. Maintenant, moi, je me dis que si nous sommes tous maliens, et s'ils sont tous des maliens, je pense que on a donné le cas de Colombie et consorts là, on pouvait trouver une formule d'intégrer les rebelles dans l'armée, étant donné que Assimi Goïta prône l'unicité du territoire malien. On pouvait intégrer les rebelles à l'armée parce que ce n'est pas sous Assimi Goïta que les rebelles s'étaient formés et au fur et à mesure essaient de faire des mesures futures qui vont arriver. Adam Adjono, maintenant, est-ce que au regard de la situation dans Touareg, dans le nord Mali, est-ce qu'on arrive à démêler le vrai du faux? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai imbroglio là-bas? Vous savez, avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu rebondir sur quelque chose, sur un aspect que Aklisso a essayé d'évoquer sur la question de remettre les camps de MINUSMA entre les mains du pouvoir central de Bamako ou entre les mains de rebelles. Vous savez, dans une récente interview que j'ai accordée au ministre des Affaires étrangères malien, il le disait clairement. Il dit que le ministre vous a accordé. Oui, qui m'a accordé. Donc le ministre disait clairement qu'en réalité, les tests prévoyaient que, après le départ de la MINUSMA, que ce centre-là soit remis au pouvoir central. Or, carrément, les tests disaient qu'il faudrait donc remettre ça aux autorités. Entre-temps, lorsque vous prenez Kidal, les autorités locales, c'était donc les rebelles. Donc, c'est ce flou-là qui permettait, en tout cas, qui a donné l'impression aux rebelles qu'ils étaient donc en droit de pouvoir réclamer ces camps-là, ce qui avait hérité, comme je le disais tantôt, Bamako. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, je pense que lorsque moi, je pars sur un aspect tout simple, parce que lorsque vous prenez cette population qui, entre-temps, estimait que c'était les rebelles qui les protégeaient, la venue donc des forces armées maliennes et leurs supplétifs russes ont fait fuir la population, ce qui voudrait dire quelque part que la population... Est-ce que c'est la, est-ce que c'est la présence de l'armée qu'elles ont fait ou bien c'est les combats qui s'annonçaient? Peut-être maintenant qu'il y a la paix, j'ai appris dans les premières heures, l'armée a demandé que les populations reviennent. Lorsque vous prenez de toutes les façons l'actuel gouverneur qui a été donc nommé, l'un de ses objectifs, c'est justement de rassurer la population pour qu'elle revienne. Mais en même temps, ne perdez pas de vue que, en tout cas, Kidal était un pont entre les terroristes et naturellement ces groupes rebelles, mais également l'armée malienne. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il y a eu des combats atroces qui sont passés entre les rebelles, qui sont d'abord maliens avant d'être rebelles, donc animés de ce sentiment de patriotisme, puisque les rebelles, comme il le disait, ne sont ni maliens, ni burkinabés, ni nigériens, et donc eux sont animés, sont des terroristes purement simples. Donc il y a des combats qui sont passés là-bas entre ces groupes rebelles-là et les terroristes. Donc, plus ou moins, par cet aspect-là, on peut arriver à trouver peut-être une sorte de charnière où, carrément, ces rebelles-là peuvent revendiquer le fait que ce n'est pas la population qui était donc ceux qu'on a massacrés là-bas, mais justement, c'était donc des terroristes, compte tenu du fait que c'était une zone qui servait donc de pont entre donc, les terroristes et les rebelles, et partant de ça, donc l'armée régulière. Donc de toutes les façons, moi je ne doute pas en réalité donc de la découverte de ce charnier-là, même si entre-temps, comme on le dit, étant donné que ce rapport de force existe, il faudrait donner... Parce que moi je le dis, lorsque vous prenez aujourd'hui la situation de Bamako, où ce principe, c'est que lorsque vous êtes contre les trois principes qui défendent, de toutes les façons, vous êtes considéré comme rebelle. Et je pense que tout le monde le sait très bien. À partir du moment où les rebelles, à un moment donné, ne sont plus d'accord avec ces trois principes défendus par le pouvoir central de Bamako. De toutes les façons, ils sont considérés comme tels. Maintenant, il faudrait trouver d'autres alternatives qui puissent permettre de pouvoir fonder ou asseoir cette appellation de terroriste. Donc, c'est ce qui est en train d'être passé. Et moi, je ne doute pas de toutes les façons, mais je pense que le pouvoir central de Bamako pourrait également faire remonter l'histoire. Donc, ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est que, puisqu'elle a le contrôle de Kidal maintenant, que l'armée puisse... un gouverneur, même un général, a été nommé comme gouverneur de cette localité, que le contrôle total soit assuré, que les populations soient rassurées pour entrer.
C'est ce que tout le monde souhaite. Mais moi, j'ai peur de quelque chose. Je me dis que on peut passer par ce charnier et pour faire la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que Adam l'a dit. Est-ce que le gouvernement a intérêt à le faire? Normalement, le gouvernement ne doit pas le faire. Mais vu ce qu'on est en train de dire, vous voyez, on dit qu'on a ouvert, la justice va ouvrir des enquêtes. Si on ouvre des enquêtes, une justice qui a à dominance dominée par les amis de Guetta, est-ce que vous pensez que cette justice sera impartiale? Non. Une justice à charge. Donc, vous voyez, une fois que cette justice sera à charge, ça voudrait que tous ceux qui sont contre Guetta, qui sont à Kidal, c'est eux qui seront les gens qu'on va dire, ils ont fait ci, ça. Donc, c'est ce que je crains, puisque ça peut quand même réaviver les tensions. Et moi, à la place de ce général nommé, moi, je pense qu'il doit conseiller Guetta à ce que, au moins, si les rebelles et l'État malien s'entendent, ça permettrait vraiment d'éradiquer les terroristes. Parce que ceux qui ont subi, ceux qui ont plus perdu dans cette histoire, je pense que ce sont les rebelles. Ils luttaient contre les terroristes et ils luttaient contre l'armée malienne. Donc, ils sont essoufflés et je pense que c'est le lieu d'augmenter l'effectif de l'armée en prenant les rebelles, puisqu'ils ont tenu tête au gouvernement ou à l'État malien. C'est que ce sont des gens bien formés, bien armés. Donc, on gagnerait plus. Le fait est qu'il n'y a pas eu grand combat non plus pour reprendre Kidal parce que les rebelles ont dû aller se retirer dans les montagnes où ils sont aujourd'hui et ont promis maintenant entrer en guérilla. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train aussi de se muer en terroristes. Il faut oui, pas, non, peu importe l'habit que le rebelle porte, on l'appelle toujours rebelle. Parce que c'est ça que je suis en train de dire. Oui, s'ils veulent faire de la politique, ils font de la politique. Non, oui, de la politique, vous venez de dire, on ne leur a pas tendu pour le moment les mêmes politiques. C'est-à-dire que les rebelles ont accepté un accord signé par les autorités maliennes d'attendre que Assimi Goïta aussi n'a pas reconnu. Donc, vous voyez, c'est comme si aujourd'hui on dit que tu n'es plus Samuel. Ouais, et tu ne peux pas aussi accepter facilement ça. Les raisons qu'on a données, c'est parce qu'on est contre. C'est normal que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Je pense que les autorités, j'ai envie qu'on quitte le sujet rapidement pour aller au prochain sujet. Nous parlons du Niger avec la visite du président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, qui s'est rendu jeudi au Mali et au Burkina Faso, pays amis et alliés qui ont grandement soutenu son pays lors du coup d'État de juillet dernier. C'est ce qu'ont rapporté des médias locaux et africains, évoquant une visite d'amitié et de reconnaissance aux autorités et peuples frères du Mali. Cette visite s'inscrit donc dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui traversent des périodes de transition. Les mêmes défis sécuritaires et liés depuis le 16 septembre par l'Alliance des États du Sahel. On a 3 pays ici qui sont dirigés par des transitions militaires. Nous sommes au Niger, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes au Mali. Est-ce qu'il est important pour ces 3 pays de parler d'une même voix aujourd'hui? Je pense que lorsque vous prenez, en tout cas la nomenclature d'abord de ces 3 pays-là, il y a de quoi pouvoir être d'accord sur le fait que ces pays-là ont commencé déjà par parler d'une même voix. Maintenant, reste à pouvoir donc structurer un peu, en tout cas, ces alliances-là qui étaient entre-temps, en tout cas à ses débuts, des alliances de circonstances compte tenu du fait qu'ils partagent pratiquement aussi bien les mêmes aspects parce que ce sont les militaires qui dirigent ces pays-là. Ils tous sont venus par des coups d'État, tous sont pratiquement aussi passés où sous sanction de la communauté internationale, dont vous convenez avec moi qu'ils sont des aspects qui ont amené au début ces 3 pays-là à se réunir. Donc, comme je le disais, pour les structurer, ils sont donc réunis en alliance. Et depuis la venue ou la survenue donc, du coup d'État en juillet du président Tiani, c'était ses collaborateurs qui ont d'abord demandé dans un premier temps le soutien de ces pays-là, qui était donc un soutien, en tout cas automatique, puisque de toutes les façons, étant donné qu'ils partaient, comme je l'ai dit, un certain nombre de passifs, il y a de quoi qu'ils se réunissent donc ensemble et parler d'une même voix, être davantage plus résilients contre, en tout cas, ces sanctions de la CEDEAO et par ricochet des sanctions internationales. Donc, il va de soi qu'après le fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'engage que ces pays-là qui ne reconnaissent pas jusqu'alors le fait que le président déchu, Issoufou, le président déchu du Niger. Oui, Issoufou, Bazoum Mohamed, pardon. Voilà, Issoufou, c'est l'ancien président. Tout à fait, qui est donc perdu
pratiquement le pays. Donc On aujourd'hui, je n'en pense parle que plus du tout. Hein, non, il n'y a que la France. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les médias français, ils sont toujours dans cette approche-là. Mais lorsque vous prenez les gens, c'est une page déjà tournée. Et donc, je pense que c'est pour matérialiser en réalité cette page tournée-là qu'il faudrait pratiquement que ce président-là se déplace vers ses homologues. Je pense que l'un des pays dans lesquels il doit se déplacer, étant donné qu'ils sont dans l'ère de la structuration de leur alliance, c'est bien évidemment donc ces pays-là qui l'ont soutenu et qui continuent d'ailleurs même pas le soutenir, aussi bien sur plusieurs aspects, mais également l'échange et le partage d'expériences. Parce que n'oubliez pas que le Mali a été un pays assez résilient face donc aux sanctions internationales, mais aujourd'hui qui commence déjà par retrouver, en tout cas, son élan économique d'antan. Moi, je me rappelle, j'ai publié il n'y a pas longtemps les perspectives économiques. Ça va vous étonner que parmi nos pays même, le Mali est l'un des pays les plus cotés dans les perspectives économiques publiées par la Banque africaine de développement. Le Mali est plus coté que nos pays. Vous imaginez, ça voudrait dire quelque part qu'il a beaucoup à donner au Niger, qui est à ses débuts. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on dit que ces sanctions pèsent sur le Niger, même si nous n'avons pas les éléments pour l'apprécier. De toutes les façons, il y a également des grognes qui se font entendre. Ça voudrait dire quelque part que le Mali n'a pas encore maîtrisé la totalité, en tout cas des aspects qui lui permettaient de pouvoir être plus fort vis-à-vis de la population, même si cette population-là partage en tout cas ce qui se passe aujourd'hui. À un moment donné, lorsque vous avez faim, en tout cas, votre famille n'a point d'oreille à Qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir de ce premier déplacement à l'extérieur du général Tiani à Bamako et à Ouaga? Moi, je pense que c'est d'abord pour dire qu'il n'y a plus de danger parce qu'il ne pouvait pas sortir, auquel cas on le fera aussi un coup d'État. Donc, maintenant que le fauteuil présidentiel est rassuré et assuré pour lui, il peut se déplacer puisqu'il n'y a aucune menace pour le moment, à part la CEDEAO même, les menaces ne sont pas aussi ce qu'on pensait pour le moment. Dégonflé. Donc, puisqu'il s'appelait déjà les trois présidents, moi je pense que ce n'est qu'une action pour acter ce qui se fait déjà. Mais c'est que je me dis que c'est le côté économique qu'on essaie de cacher. Le Niger, il y a des amis, j'ai des amis togolais qui faisaient des affaires, bon, ils sont obligés de contourner et qu'on soit là, et ils perdaient énormément. Il y a des gens, des Togolais qui sont allés pour faire des activités aussi. Des fois, ils traînaient à la frontière sous prétexte qu'ils faisaient partie des gens mal intentionnés qui seraient venus pour faire. Donc, il y a cette méfiance qui gangrène l'économie parce que il y a des bus nigériens qui quittent 3 ou 4, 5 Togo ici pour partir chaque jour. Donc, ces bus perdent de l'argent en ne faisant plus ce genre de choses. Et il y a les Togolais aussi qui commercent, je ne sais pas comment on l'appelle, du lin et consorts là qui venaient du Niger et consorts. Donc, économiquement, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais si on se met sous l'aspect politique et militaire pour dire que ça va, moi, je ne suis pas d'accord. Mais Tiani a besoin de faire cette action pour ne serait que donner aussi de la valeur à ses pairs militaires pour dire que vous m'avez soutenu consorts, on est ensemble, tout ça. Mais nous savons très bien que ce soutien ne peut pas être rigide s'il ne renforce pas les institutions pour ces trois pays. N'oublions pas le Burkina et le Mali avaient créé dans le temps la fédération du Mali qui n'a pas marché et que le Mali et le Burkina Faso ont essayé de créer encore ce lien avant le coup d'État du Niger. Donc ça fait trois pays. Et quand les gens parlent de alliance des États du Sahel, ce n'est pas aussi possible puisque les trois pays ne font partie du Sahel. Et il y a d'autres pays qui font partie du Maghreb, même qui partagent énormément. Il y a l'Algérie qui a une grande partie du Sahara et consorts. Donc, il faut revoir là-dessus parce qu'il y a Bessic qui plutôt est financé par le Maghreb plus que ces pays-là. Mais je pense que économiquement et institutionnellement, il faut refaire parce qu'on est en train de prévoir la rencontre des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense, des ministres de l'économie de ces pays. Et je pense que on est dans une sous-région. Je ne veux pas aller de façon plus plaisante. La dernière fois, il y a un problème
au Bénin, si on a demandé aux gens la carte de séjour avant d'aller au Bénin. Or, la CEDEAO permettait qu'on peut voyager dans n'importe quel pays de la CEDEAO, ne serait qu'avec la carte d'identité. Sans passeport, tu peux voyager en mer. Il y a des gens qu'on a arrêtés la dernière fois parce qu'ils ont un problème avec la CEDEAO. Ils n'ont pas pu aller au Bénin. Donc, n'oublions pas que cette CEDEAO nous permettait beaucoup de choses aussi, d'une manière, de façon institutionnelle et constitutionnelle. On pouvait faire beaucoup de choses. Donc, si les pays du Sahel veulent se démarquer de la CEMAC, je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais il faudrait qu'on renégocie les tests de la CEDEAO pour éviter les coups d'État. Ceux qui clament, moi je ne pense pas que si dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on doit faire coup d'État, ce n'est pas bien, mais il faudrait qu'à un moment donné, on arrête cela. Tous ceux qui sont les belligérants, ceux pour qui les guerres apportent les choses, ils sont d'avis qu'on doit faire coup d'État dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je ne suis pas d'avis, et que les présidents actuels doivent tenir compte que sauvons la population, aidons la population pour que ces choses n'arrivent, parce que c'est le malaise de la population qui a mené ces coups d'État. Et si on peut arriver à ce que cela ne se produise pas, moi je suis d'accord. Sinon, c'est de bonnes choses. Adam, de toute façon, c'est trois pays qui semblent être liés quelque part par un même destin, surtout sur le plan sécuritaire. Et quand on prend cette situation en compte, il est important qu'ils se parlent aussi. Bon, au-delà de ça, je pense que, comme je le dis, c'est d'abord une alliance circonstanciée qui, au-delà de tout, je crois, n'enlève en rien, en tout cas leur appartenance aussi bien de la CEDEAO comme dans l'UMOA. Vous savez, même s'il y a la CEDEAO, il y a l'UMOA, nous avons le Conseil d'entente également. Nous avons aussi dans d'autres regroupements, également, nous avons... On est une sous-région submergée par des regroupements. Des regroupements, dont etc. On voit tout à aussi fait. très peu la pertinence. Il n'y a pas souvent de la pertinence, comme je l'ai dit. Il suffit de prendre des volets sur lesquels vous partagez un certain nombre, en tout cas d'ambition. Mais ici, comme je l'ai dit, circonstancié, compte tenu du fait que d'abord ce sont des pays de coup d'État qui ont subi les mêmes sanctions, etc. Donc cela permet de pouvoir se rencontrer, d'échanger. Mais est-ce que la vitalité de ces regroupements-là, ça donne quoi? Personne ne saurait le dire. Est-ce que c'est pour arriver à une monnaie? Puisque c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et puis c'est les reproches qui sont faits par nos pays, étant donné qu'ils ne se développent pas. Mais au même moment, nous avons vu les aspects contraires ailleurs. Voilà pourquoi je me dis aujourd'hui, l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à organiser ces élections-là. Et vous verrez pratiquement que, en tout cas, ces regroupements-là ne seront que des regroupements circonstanciels liés à cet aspect donné, à un moment donné. Donc, c'est important quand même, ne le nions pas, puisque de toutes les façons, il n'y a rien qui les fortement aujourd'hui, à part le fait que ces coups d'État, donc il faudrait quand même qu'ils puissent donc structurer ces regroupements-là. C'est ce qui est en train de se passer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a en partage qui puisse véritablement donc impacter en réalité. Puisque la question, c'est d'être davantage plus résilient et montrer une force qui permettra donc aux autres pays d'adhérer. Entre-temps, mais c'est quand même des pays qui se sont soutenus quand il y a eu la... Pendant, entre-temps, de toutes les façons, lorsqu'ils ont nommé disons, cette alliance Sahel, ils avaient voulu que la Guinée puisse donc faire partie, parce que c'était un pays de coup d'État. Mais vous avez vu en réalité de Mamadou Doumbia qui n'était pas pratiquement... La Guinée, on ne sait pas trop sur quel... voilà, personne ne sait. Personne ne sait. On l'a sollicité, bon, il dit oui, il ne refuse pas, mais lui, il est dans son approche personnelle et évolue comme tel. Donc, en tout cas, ils ont compris très tôt que bon, Mamadou Doumbia n'est pas dans cette approche-là, ils sont regroupés à toi. Même moi, je me dis, l'essentiel, c'est de faire en sorte que, en tout cas, ces pays-là puissent organiser ces élections. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas important pour ces pays, c'est vrai que ce ne sont pas les seuls États du Sahel, mais ce sont quand même des États du Sahel. On a vu le G5 Sahel que la France avait imposé, qui a échoué. Est-ce qu'il n'est pas important pour ces pays même de porter des initiatives communes, étant entendu que les défis, que ce soit sécuritaires, environnementaux et autres, sont communs à ces pays? Oui, au-delà de ça, je vous donnerai un exemple. Vous avez vu le Togo et le Bénin qui sont liés parce qu'ils avaient des problèmes d'électricité avec la CEB. Mais en tout cas, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est une CEB pratiquement en agonie. Je pense que son arrêt de mort a été signé. Donc moi, je pense que ce sont les grandes alliances, même si aujourd'hui sont liés. Mais l'électricité, que ce soit le Bénin ou le Togo, on sollicitait l'électricité dans d'autres pays de la CEDEAO. Nigeria, le donc Ghana, voilà, tout à fait. Donc autant rester dans ce grand ensemble-là, bien connu, qui en tout cas rend plus fort, qui était d'ailleurs même l'une des plus
forte même de l'Union, pratiquement de l'Afrique, que de pouvoir avoir ces subdivisions qui, en réalité, moi, ne rend pas plus fort ou diminue en tout cas la force de CEDEAO. Est-ce que aussi, ce n'est pas aussi j'ai envie de dire, les atermoiements de la CEDEAO qui font que les États se sentent obligés de se regrouper parce qu'on a la CEDEAO a donné l'impression d'être plutôt téléguidée par des puissances que vous connaissez, en tout cas celles qu'on désigne, qui obligent finalement ces États à se regrouper? Si on devait accuser la CEDEAO qu'elle est téléguidée par des puissances, les mêmes personnes qui accusent la CEDEAO sont aussi allées voir d'autres puissances pour les téléguider aussi. Donc, ce qu'on reproche à la CEDEAO, c'est ce qu'on fait également. Imagine qu'aujourd'hui, on dit que la Russie soutient les alliances des États du Sahel. C'est également, on est en train de les téléguider. Voyez, si on parle de libération de l'Afrique, c'est qu'on confond quelque chose. D'abord, Samuel, comment dit, Adam le dit, si nous prenons l'aspect sécurité, est-ce que ces pays peuvent produire des armes d'eux-mêmes? Non, ils vont importer des armes. Est-ce que économiquement ces pays s'autosuffisent? Non, ils vont demander de l'aide. Si ce n'est pas les étrangers, les Européens qui donneront, c'est soit la Chine ou la Russie. Donc, il y a cet assujettissement qui est toujours là. En réalité, on n'est pas sorti de l'ONU, mais si on pouvait résoudre les problèmes en étant dans un grand ensemble et faire vraiment des défis, moi je pense que c'est mieux. Vous voyez, même question de sécurité, ce n'est plus que Mali, Burkina, nous aussi nous sommes impactés, tout le monde est impacté. Maintenant, il y a l'initiative de Dakar qui permettait de sécuriser plus nos frontières communes. Ça veut dire qu'on aurait pu aussi dire qu'on crée une alliance par rapport à ça, mais on sait que puisqu'on est déjà dans un grand ensemble, ça préconisait tout ça, là, c'est mieux de rester ainsi, puisque les problèmes ne partiront pas quand vous avez de nombreux sigles, ça ne résout pas le problème, mais il faut être concret. Donc moi, je pense que c'est seulement une stratégie pour montrer aussi qu'à CEDEAO, on peut vivre sans vous, mais en réalité, est-ce que le Mali, le Burkina et consorts peuvent vivre sans la CEDEAO? Non, la preuve c'est que les populations de la CEDEAO aussi sont indignées quand ces pays, les populations de ces pays souffrent. Donc on partage les souffrances, ça veut dire qu'on est liés d'une manière ou d'une autre. Et je pense que une énième organisation, bon, je pense pas que ça, parce qu'il y a au moins une dizaine d'organisations dans lesquelles chaque 2 ou 3 États sont, mais en réalité il n'y a que UEMOA et la CEDEAO qui fonctionnent à proprement parler. Même la CEMAC vient copier certaines choses chez la CEDEAO pour pratiquer chez eux. D'ailleurs, n'oublions pas que le droit et OADA est venu de la CEDEAO, c'est un outil de la CEDEAO. Donc il est mieux qu'on développe les choses qu'on peut faire ensemble. Sinon moi je pense que ce n'est pas, la CEDEAO ne peut pas dire aujourd'hui oui, on accepte les coups d'État. Bon, la CEDEAO ne peut jamais prendre la posture. Non, il ne s'agit pas non plus d'accepter les coups d'État, mais on oublie aussi un aspect. Quand on parle de la CEDEAO, c'était au départ une organisation à but économique. Donc, elle a dévié de sa mission, quelque part, devenue politique et puis devenue un instrument entre les mains des puissances. En tout cas, c'est les accusations que les gens portent contre elle. Aujourd'hui, quand vous prenez la question de terrorisme, on n'a pas vu véritablement la CEDEAO se lever avec une armée pour dire nous allons soutenir les pays, nous allons sécuriser les frontières, nous allons faire ceci, mais on était prêt à lever des armées pour aller réinstaller un chef d'État. Tout ça semble dire aux gens que non, on ne se retrouve plus dans cette organisation. Samir, n'oublions pas que c'est la CEDEAO qui a fait partie Adama Barrow. Donc, c'est également, les Maliens ont donné les militaires aussi pour comme maintenant Adama Barrow à remettre le pouvoir à celui qui a gagné. Donc, pourquoi c'est quand c'est l'autre, vous êtes d'accord, quand c'est vous? Moi, je pense qu'on ne peut pas vilipender la CEDEAO comme ça, mais vous avez raison. Mais moi, ce que je dis, aucun pays ou aucune institution au monde n'est libre. Même, comment on appelle, les BRICS, là. Dans les BRICS, les Nations Unies ont une voie délibérative. C'est qu'il n'y a rien qui se fait sans la puissance économique. Moi, je pense qu'on est en train de bluffer l'Afrique parce que c'est comme s'il y aura une bloc à part. Non, les 5 pays du Conseil de sécurité, c'est eux qui manigantent tout. Il y a la Chine, la Russie, les États-Unis, c'est eux qui font tout. Donc, ils sont dans tout et ils provoquent tout. C'est que nous sommes seulement au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on a des pions qui dament comme ils le veulent. D'accord, on va rester, on va aller du côté du Burkina Faso maintenant pour le 3e sujet. On en parlera quelques minutes avant la pause, avant de revenir pour en parler pour la deuxième partie. Il s'agit donc de cette visite de l'opposant ivoirien Guillaume Soro, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu mardi au palais de Kosiam l'opposant ivoirien Guillaume Soro. Guillaume Soro indique avoir bénéficié des conseils du chef de l'État burkinabé sur la nécessité de consolider la paix
réconciliation dans la sous-région. C'est la présidente burkinabé qui l'a précisé. C'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce au gouvernement militaire, là où les gouvernements prétendument démocratiques ou élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, de l'Ouest africain que je suis. Ces propos, il les avait déjà tenus lorsqu'il rencontrait le général Tiani quelques jours plus tôt. À quoi joue Guillaume Soro? Vous savez, moi je pense que l'un des actifs à mettre sur la table après ces coups d'État, justement, c'est aussi cette puissance qu'exprimait la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces coups d'État là dans la sous-région, mais au même moment que ces pays-là trouvaient injuste. Mais je pense que tous les pays n'ont pas le même poids, quoi qu'on dise dans ces organisations-là que nous avions. La CEDEAO, la Côte d'Ivoire était dans son rôle puissants dans la communauté UOMOA, et ce sont ces pays de communauté UOMOA qui étaient donc en difficulté. Comme Essol l'a dit tantôt, je pense que c'est une analyse très bien faite parce que quelque part, lorsque vous êtes en difficulté, vous essayez de trouver du mauvais côté, en tout cas ceux qui sont contre vous. Au même moment, il a donné des exemples sur le fait qu'il y avait des soldats. Il a pris le cas de la Guinée. Je pense que c'est la Guinée. Il y a plusieurs cas, en tout cas, où la CEDEAO a frappé du poing sur la table. Il y a Gambie, il y a d'autres États où la CEDEAO a frappé du poing sur la table. Et ce sont ces pays-là qui ont contribué à pouvoir donc asseoir une normalité de gestion dans ces pays-là. Vous avez constaté qu'entre-temps, moi, je faisais partie de ceux qui, en tout cas, jugeaient du fait que les gens n'avaient plus rien à dire lorsqu'on comparait en tout cas les coups d'État que nous avons avec les coups de cas constitutionnels que nous avions eu par le passé. C'est vers l'un ou l'autre cas, de toutes les façons. Mais il faudrait quand même que cette CEDEAO, avant d'être plus forte, devait donc agir sur des pesanteurs qui ne permettent pas de pouvoir avoir une normalité de gestion. C'est en ce sens qu'il est donc parti. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que la CEDEAO est dans ce rôle. Peu importe, lorsque ces regroupements-là sont fondés, moi je pense que si l'objectif est de pouvoir donc amener à fragiliser la CEDEAO, demain, c'est nous-mêmes également qui allons regretter. Compte tenu du fait que lorsque nous prenons aujourd'hui la ZLECAf, on dit que c'est la CEDEAO qui est l'organe principal qui a commencé en tout cas par respecter, lorsque nous prenons en termes de nombre de pays, à respecter donc cette libre circulation. On va revenir sur le cas de Guillaume Soro. Oui. Donc maintenant, Guillaume Soro, aujourd'hui, comme je le disais, c'est l'un des actifs. Tu fais qu'aujourd'hui, comme le disons tantôt, dans ces trois pays-là, moi j'avais dit dès qu'il est arrivé au Niger, je savais que le conseil de l'Alliance du Sahel était un espace qui lui permettait aujourd'hui de pouvoir être plus ou moins sécurisé, être à l'aise, parce que partout il est en Occident. Il a parlé des tentatives d'enlèvement, qu'ils soient en Asie, mais aujourd'hui, dans ces trois territoires-là, il se sent plus ou moins chez lui, même s'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il s'est exprimé comme tel. Mais au même moment, cela convoque également d'autres élans compte tenu des passifs que lui-même il traîne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire également peut mener des tractations de couloir et pouvoir transcender en réalité cet aspect de la question qui permettait de pouvoir toujours embasiller Guillaume Soro comme étant donc le mauvais élève en Côte d'Ivoire et permettre véritablement d'asseoir en tout cas une réconciliation digne de ce nom, comme d'ailleurs même d'autres pays ont commencé par le faire. Nous avons vu un exemple palpable avec le Tchad aujourd'hui, qui moi je pense que même si cela a affecté l'opposant Masra, ça a permis également de pouvoir créer une sorte, en tout cas, cette réconciliation voulue. C'est pourquoi moi je me dis aujourd'hui, pour éviter qu'on ne soit passé de toutes les façons, tous ces pays-là sont contre aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et on ne sait pas de quoi peut être fait demain. D'accord. Guillaume Soro, on connaît tous son passé. Alors Guillaume Soro chez des militaires putschistes, est-ce que c'est anodin? Non, moi je pense que ce n'est pas anodin. Et en plus, en réalité, c'est quelqu'un qui est soulagé du fait qu'il peut circuler au moins dans 3 pays sans être inquiété. Africain surtout. Et 3 pays africains sans inquiéter. Et en plus de cela, il joue à ce dicton dont on parle, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En réalité, juste pour dire à Ouattara que maintenant je suis dans... Et penser qu'il aurait donné certains secrets de la Côte d'Ivoire à ce nom. Parce que le Burkina Faso, la rébellion de la Côte d'Ivoire a été formatée, créé en Côte d'Ivoire, plutôt au Burkina Faso. Donc, c'est pour dire que ça peut faire. Et Guillaume Soro, moi je le dis, c'est quelqu'un qui est perfide. La guerre de Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro qui est le pivot. Il était avec Gbagbo, et puis il trahit Gbagbo, il ramène Ouattara, et parce que Ouattara ne lui a pas remis le pouvoir après,
il est devenu... Donc ce n'est pas comme ça. On n'était pas prêt à lui remettre Il le pouvoir. n'était pas prêt à lui remettre le pouvoir et puis il fait votre face. En réalité, c'est quelqu'un qui ne cherche que son... Moi, je pense que il faut être méfiant envers lui parce que s'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire, c'est à cause de Guillaume Soro. Et il a... À cause de lui, c'est peut-être un peu trop dit. Non, il n'est pas le seul Bon, responsable. il est l'un des acteurs. Il est l'un des acteurs. Il est un acteur clé. Ouattara était aussi à la manette. Ouattara n'avait pas... Il y avait d'autres personnalités. Celui qui était devant les rebelles, c'était Guillaume Soro. Porte-parole peut-être, oui. Oui, parce que... Vous savez qu'il y avait derrière d'autres militaires. Il connaît les rouages de l'administration déjà. Donc c'est lui avec... il y a... comment dire, IB, commandant invisible, et ceux qu'on a éliminés après. Donc, Guillaume Soro était devenu super puissant durant la rébellion. Même Ouattara n'avait même pas de pouvoir. Disons que c'est Guillaume Soro qui a installé Ouattara en fin de compte. Et c'est cette reconnaissance qu'on ne lui a pas donnée qui l'irritait. Sinon, moi je pense qu'il ne faut pas que le pays, le Sahel s'enflamme. Parce qu'il aurait son intérêt personnel. Puisque il n'est pas allé par amitié, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Il n'aurait rien. Il a des calculs derrière la tête. Il a des rancunes avec Ouattara. Donc tout ce qui peut nuire à Ouattara, c'est qu'il a. Or, quand il cherchera à nuire Ouattara, il nuit toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça moi je suis en train de dire. Donc l'Afrique ou bien la CEDEAO n'a pas intérêt à ce que le Mali, et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger rentrent en guerre. Et ce que le Guillaume Soro voudrait, c'est qu'on évince Ouattara pour que lui puisse revenir. Or, il y a d'autres acteurs en Côte d'Ivoire qui peuvent venir politiquement et démocratiquement. Ce n'est pas forcément lui. On va continuer d'en parler tout à l'heure. Le temps pour nous d'observer la première pause, 10 minutes pour suivre le journal. Et nous serons de retour juste derrière.